L'air à l'extérieur du Oak Ridge Country Club était vif, portant l'odeur de cigares coûteux et de vieilles fortunes. Je me tenais là, un homme de 32 ans, sentant le poids d'une épaisse mallette en cuir dans ma main gauche. À l'intérieur de cette mallette, il n'y avait pas une offre de paix. Ce n'était pas un chèque pour renflouer le navire en perdition de mon père. C'était un miroir, et j'étais sur le point de le forcer à regarder dedans. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai regardé l'écran une fois de plus. Le message texte était toujours là, en haut de mes notifications comme une tâche. Dîner en famille à 19h. Discussion importante. Non. Bonjour, Mason. Pas de félicitations pour le succès massif. Non, je suis fier de toi, mon fils. Juste un ordre froid et stérile. C'était la première fois que j'entendais parler de Charles. J'ai cessé de l'appeler papa il y a longtemps, plus de 3 ans. Il ne m'a pas envoyé de message quand mon premier hôtel a ouvert. Il ne m'a pas envoyé de message quand j'ai gagné le prix régional de l'hospitalité. Il ne m'a certainement pas envoyé de message le jour de mon mariage, sauf pour me dire qu'il ne pouvait pas se donner la peine de venir. Mais ce matin même, le Wall Street Journal a publié un article en première page sur ma société atteignant une valorisation de 580 millions de dollars. Soudain, j'ai été convoqué. J'ai expiré lentement et régulièrement. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. C'était la partie la plus surprenante de tout cela. Toute ma vie, la simple pensée d'affronter mon père m'aurait plongé dans une spirale d'anxiété. J'aurais agonisé sur ce que je devais porter, ce que je devais dire, comment m'asseoir pour ne pas l'offenser. Mais debout là, sous la chaude lueur ambrée des lumières du porche, je ne ressentais rien d'autre qu'un calme aigu et calculateur. J'ai regardé à travers la vitre de la porte. Je pouvais les voir assis dans la salle à manger privée à l'arrière. Charles à la tête de la table, sa posture rigide, exigeant l'autorité. Ma mère, Evelyne, assise à sa droite, portant ses perles signatures et un sourire tendu et nerveux. Et mon frère aîné, Carter, l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal, même s'il ruinait systématiquement tout ce qu'il touchait. Il buvait du vin qu'il ne pouvait pas se permettre, mangeait des steaks payés par des lignes de crédit qui étaient sur le point de rompre. Ils pensaient que je venais les sauver. Ils pensaient que le fils invisible, celui qu'ils avaient écarté, allait avec enthousiasme remettre un énorme chèque juste pour enfin gagner un peu de leur affection. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait réellement dans ma mallette. J'ai ajusté ma veste de costume, j'ai reculé les épaules et j'ai poussé la porte. Mais pour comprendre pourquoi ce moment était si crucial, pourquoi j'étais prêt à entrer dans cette pièce et à démanteler ma propre famille, il faut savoir ce qui s'est passé le jour qui m'a finalement brisé. C'était un mardi de fin octobre. L'église était vieille avec d'énormes vitraux qui projetaient de longues ombres colorées sur les bancs en bois. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. J'épousais Olivia, la femme qui m'avait soutenu quand je n'avais absolument rien. Mais alors que je me tenais dans le petit vestibule à l'arrière de l'église, ajustant ma cravate pour la 100e fois, je me sentais étouffé. Je n'arrêtais pas de sortir mon téléphone de ma poche, fixant l'écran vide. Chaque fois que les lourdes portes en bois de l'église s'ouvraient en grinçant, je relevais la tête, espérant voir sa silhouette familière et imposante entrer. Mais ce n'était qu'un autre invité, un autre ami d'Olivia, un autre parent éloigné. Il va venir, Mason, a chuchoté le frère d'Olivia, me tapotant l'épaule. Il essayait d'être gentil, mais je pouvais voir la pitié dans ses yeux. Tout le monde connaissait la dynamique de ma famille. Oui, la circulation est probablement mauvaise, ai-je menti. Glissant le téléphone dans ma poche 10 minutes avant que la musique ne commence. Mon téléphone a vibré. Je l'ai arraché si vite que j'ai failli le laisser tomber. C'était un SMS de Charles. Ma poitrine s'est serrée d'une sorte d'espoir désespéré. Je l'ai ouvert. Ne peut pas venir. Réunion importante avec des investisseurs pour le nouveau lancement de Carter. Salut Olivia de ma part. Je suis resté là. J'ai lu les mots encore et encore jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un renvoi désinvolte. Il manquait le mariage de son seul autre fils pour assister à une réunion pour la 3e tentative d'entreprise ratée de Carter. Olivia m'a trouvé là quelques minutes plus tard. Elle était à couper le souffle dans sa robe blanche, mais dès qu'elle a vu mon visage, son sourire a disparu. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle savait juste.
Elle s'est approchée, ses talons claquant doucement sur le sol en pierre, et m'a passé les bras autour du cou. Il ne vient pas, ai-je chuchoté, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Il a réellement choisi une réunion plutôt que ça. Olivia a reculé et m'a regardé droit dans les yeux. Ses mains étaient chaudes contre mes joues froides. Écoute-moi, Mason. Tu n'as pas besoin de lui ici pour valider ce jour. Tu n'as pas à prétendre que tu es d'accord avec ça. Ça fait mal et c'est injuste. Mais quand ces portes s'ouvriront, tu marcheras dans cette allée vers notre avenir, et nous laisserons le passé derrière nous. J'ai hoché la tête, mais une partie de moi est morte dans ce vestibule. Quand la musique d'orgue a commencé et que je suis sorti pour prendre ma place à l'hôtel, j'ai regardé la mer de visage. La famille d'Olivia occupait 3 rangées entières. Mon côté de l'allée avait quelques amis de l'université et quelques collègues. Et juste au premier rang, exactement là où mes parents et mon frère devaient s'asseoir, il y avait 3 chaises vides. Ces chaises vides étaient les choses les plus bruyantes de la pièce. Elles m'ont hurlé dessus pendant toute la cérémonie. Quand j'ai prononcé mes vœux, je pensais chaque mot à Olivia. Mais au fond de mon esprit, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. J'étais complètement seul. J'avais l'impression d'assister à des funérailles pour une relation qui n'avait jamais existé. J'ai réalisé alors que peu importe ce que je faisais, peu importe mon succès ou le genre d'homme que j'essayais d'être, je ne serais jamais assez pour Charles parce que le jeu était truqué dès le début. Grandir dans notre maison, c'était comme participer à une étrange expérience psychologique où une seule personne recevait les règles. Carter avait 3 ans de plus que moi, et dès que j'ai pu comprendre le concept de louange, j'ai su qu'elle lui appartenait entièrement. Carter était le quart arrière du lycée, le gars avec le rire fort et le charme facile. Charles se voyait en Carter. Il voyait sa propre ambition, sa propre impitoyable, sa propre présence bruyante. J'étais différent. J'aimais lire. J'aimais l'architecture. J'aimais observer les gens. Pour Charles, le silence signifiait la faiblesse. Je me souviens d'avoir eu 14 ans. J'avais passé 3 mois à construire un modèle architectural complexe pour un concours de design au niveau de l'État. J'y avais mis tout mon cœur, collant de minuscules morceaux de bois de balsa jusqu'à ce que mes doigts saignent. J'ai atteint les finales. La nuit précédant l'exposition, je suis allé dans le bureau de Charles. Il fixait son ordinateur, buvant un verre de scotch. « Papa », ai-je dit doucement. L'exposition est demain à 18h. Ils annoncent les gagnants. Viendras-tu ? Il n'a même pas détourné les yeux de l'écran. Mason, Carter a un match éliminatoire régional demain soir. Des recruteurs de 2 universités seront là. Je ne peux pas manquer ça. Mais le match ne commence pas avant 20h. J'ai plaidé, ma voix se brisant. L'exposition n'est qu'à 20 minutes. Tu pourrais venir une demi-heure et quand même arriver à temps pour le coup d'envoi. Il s'est finalement tourné pour me regarder, ses yeux froids et irrités. Ne comprends-tu pas à quel point c'est important pour l'avenir de ton frère ? Arrête d'être si égoïste, Mason. Cette famille exige des sacrifices. Tu devrais être reconnaissant d'avoir un gagnant sous ce toit. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai jeté le modèle architectural à la poubelle et je n'en ai plus jamais parlé. Ma mère, Evelyn, n'était pas meilleure. Elle était la reine de la manipulation passive-agressive. Chaque fois que Charles me rabaissait verbalement, elle attendait qu'il quitte la pièce, puis venait me caresser les cheveux. « Tu sais que ton père t'aime, Mason, » disait-elle d'une voix douce. « Il est juste sous tellement de pression. Tu dois être l'enfant facile. Ne cause pas de problème. Laisse Carter avoir son moment. » Toute son existence était dédiée à aplanir la cruauté de Charles. C'était une bataille constante pour ma propre estime de soi, et mes parents étaient déterminés à ce que je perde. La trahison ultime est arrivée quand j'avais 18 ans. J'avais travaillé à temps partiel tout au long de mes études secondaires pour économiser pour un programme commercial spécifique dans une université privée. J'avais un fonds d'études dédié que mes grands-parents avaient mis en place pour moi. Mais quand la facture des frais de scolarité est arrivée, le compte était vide. J'ai affronté Charles dans la cuisine. Il n'a même pas scié. Carter avait besoin de l'argent, Mason. Sa start-up technologique avait besoin de capital d'amorçage, et les banques ne prêtaient pas à un jeune de 18 ans. C'est un investissement dans la famille. Tu peux aller au collège communautaire.
Ça forge le caractère. Il avait vidé mon fonds d'études pour payer les erreurs de Carter. La start-up de Carter a sans surprise fait faillite 6 mois plus tard, et l'argent était parti pour toujours. J'ai déménagé le lendemain. J'ai fait mes 2 sacs de sport, suis sorti par la porte d'entrée et j'ai juré que je ne leur demanderai plus jamais un seul sou ou une seule once d'approbation. Je n'ai pas seulement quitté ma maison. J'ai quitté toute la chronologie que mon père m'avait écrite, avec seulement l'argent que j'avais économisé grâce à mes petits boulots. J'ai déménagé dans un état voisin. Je travaillais dans la construction le jour et servais des tables la nuit. Chaque dollar dont je n'avais pas besoin pour des ramen bon marché et le loyer allait dans un compte d'épargne. Au moment où j'ai eu 24 ans, j'avais économisé assez pour un petit acompte sur une propriété commerciale. Ce n'était pas glamour. C'était un motel délabré, dépassé, situé juste à côté d'une autoroute secondaire. La peinture s'écaillait en plaques. L'enseigne au néon clignotait de manière inquiétante et les tapis sentaient légèrement le moisi et le désespoir. Mais quand je les regardais, je n'ai pas vu une ruine. J'ai vu une toile. J'avais besoin d'un prêt commercial pour couvrir les rénovations. J'ai mis mon seul costume bon marché et je suis entré dans la banque locale. Je me suis assis en face de Monsieur Sterling, un agent unique avec un sourire condescendant et une montre qui coûtait plus cher que ma voiture. Il a parcouru mon plan d'affaires pendant exactement 30 secondes avant de le faire glisser sur le bureau. Monsieur Collins, c'est une proposition très enthousiaste, mais regardons les faits. Vous n'avez pas de garantie. Vous n'avez pas d'expérience dans l'hôtellerie d'entreprise. Vous occupez 2 emplois au salaire minimum. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un salaire stable, pas d'un rêve illusoire. L'industrie hôtelière va vous mâcher et vous recracher. Je connais l'industrie, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Je sais que les gens ne veulent pas seulement un lit. Ils veulent une expérience. Ils veulent se sentir vus. Je peux redresser cette propriété en 12 mois. Sterling a ricané d'un son sec et moqueur. J'apprécie votre ambition, mon fils, mais l'ambition ne paie pas l'hypothèque. Demande refusée. Revenez quand vous aurez un vrai travail. Je suis sorti de cette banque avec les oreilles en feu. Mais je n'étais pas vaincu. J'étais furieux. Sa condescendance sonnait exactement comme Charles. Cette colère est devenue mon carburant. Je ne suis pas allé dans une autre grande banque. Je suis allé chez un prêteur privé, j'ai contracté un prêt avec un taux d'intérêt brutal, et j'ai acheté le motel quand même. Je l'ai appelé le refuge. Je n'avais pas les moyens de payer une équipe de construction, alors j'en suis devenu une. Je passais mes journées à arracher les tapis moisis, à peindre les murs et à réparer la plomberie. Mes mains étaient constamment calleuses, couvertes d'ampoules et de coupures. Je vivais dans la chambre 12, mangeant des haricots en conserve et rédigeant des stratégies marketing au dos de vieilles factures. C'était un travail épuisant, profondément laborieux. Il y avait des jours où mon dos me faisait tellement mal que je pouvais à peine me lever. Et mon compte bancaire était si proche de zéro que je ressentais une boule constante de panique dans mon estomac. Mais chaque fois que je martelais un clou ou accrochais un nouveau luminaire, je ressentais un étrange sentiment de propriété. Personne ne m'avait donné ça. Carter a obtenu une promotion dans l'entreprise de papa juste en respirant. Je construisais ma vie de mes propres mains. J'étais terrifié, oui, mais pour la première fois de ma vie, j'étais complètement libre. Le vrai test n'est pas venu des banques ou des rénovations. Il est venu lors de notre premier hiver d'exploitation. Nous étions ouverts depuis 3 mois. Nous étions à 70% de capacité, principalement des voyageurs interurbains et des camionneurs. Je commençais enfin à respirer un peu plus facilement. Puis, début janvier, une tempête de neige massive a frappé la région. C'était une tempête bizarre, laissant tomber 60 cm de neige en quelques heures. Le vent hurlait comme un train de marchandises, faisant trembler les vieilles fenêtres du motel. Vers 20 heures, le réseau électrique est tombé en panne. Toute la propriété a été plongée dans l'obscurité totale. Le système de chauffage, que j'avais rafistolé avec des pièces de rechange et des prières, s'est complètement arrêté. La température à l'intérieur des chambres a commencé à chuter rapidement. J'ai attrapé une lampe de poche et j'ai couru à la réception. Le téléphone sonnait déjà sans arrêt avec des clients paniqués. Je savais que si je ne gérais pas cela parfaitement, les critiques négatives détruiraient mon entreprise avant même qu'elle ne décolle. J'ai passé les 6 heures suivantes à courir dans les couloirs glaciaux et plonger dans le noir.
J'ai distribué toutes les couvertures que nous avions en réserve. J'ai apporté des thermos d'eau chaude chauffée sur un petit réchaud de camping à des familles avec de jeunes enfants. J'ai frappé à chaque porte, vérifiant les gens, m'excusant et les rassurant que je faisais tout ce que je pouvais. Mes lèvres étaient bleues, et je ne sentais plus mes orteils. Vers 2 heures du matin, je me suis finalement retiré dans la chaufferie du sous-sol pour essayer de redémarrer manuellement le groupe électrogène de secours. Il faisait un froid glacial là-bas, ça sentait la poussière et la vieille huile. J'ai tourné la lourde poignée métallique du générateur encore et encore, mes muscles hurlant de protestation, mais le moteur a juste toussé et s'est arrêté. Je suis tombé en arrière contre le mur de béton et j'ai glissé au sol. Le faisceau de la lampe de poche vacillait, projetant de longues ombres solitaires sur les tuyaux. Le froid s'est infiltré à travers ma veste, me glaçant jusqu'aux os. Dans ce sous-sol sombre et glacial, le poids de tout m'a écrasé. La dette, l'épuisement, la terrifiante réalité que j'étais complètement seul. Si cela échouait, je n'avais pas de filet de sécurité. Il n'y avait pas de père pour écrire un chèque, pas de mère pour me réconforter. J'ai ramené mes genoux à ma poitrine, enfoui mon visage dans mes mains gelées, et pour la première et unique fois depuis que j'avais quitté la maison, j'ai craqué. J'ai sangloté dans le noir, le son résonnant sur les murs de béton. J'ai pleuré pour l'injustice de tout cela. J'ai pleuré pour le garçon qui voulait juste que son père assiste à sa foire scientifique. J'ai pleuré parce que j'étais si incroyablement fatigué, mais je ne me suis laissé pleurer que pendant 5 minutes. J'ai essuyé mon visage avec le revers de ma manche sale. J'ai pris une profonde inspiration glaciale. Je me suis levé, j'ai attrapé la lourde clé à molette et je suis retourné au générateur. J'ai serré le conduit de carburant, ajusté le starter et tiré le cordon avec toutes les forces qu'il me restait. Avec un rugissement fort et crépitant, le générateur s'est mis en marche. Quelques secondes plus tard, les lumières de secours tamisées du sous-sol se sont allumées. Je suis remonté. La chaleur revenait lentement. Quelques clients ont jeté un coup d'œil par leur porte, me gratifiant de sourires fatigués et reconnaissants. Cette nuit-là dans la chaufferie m'a changé. Elle a brûlé les derniers vestiges de l'enfant effrayé espérant un secours. J'ai réalisé cette nuit-là que j'étais mon propre secours. Je n'avais pas besoin de Charles Collins. Je n'avais besoin de personne. J'allais bâtir un empire et j'allais le faire à ma façon. 5 ans ont passé. Le Haven n'a pas seulement survécu à l'hiver. Il a prospéré. Les gens ne se contentaient pas de critiquer les chambres propres. Ils critiquaient la façon dont je les traitais. Ils ont écrit sur le propriétaire qui leur apportait personnellement du café quand leur voiture tombait en panne. Le gars qui se souvenait de leur nom quand ils revenaient une deuxième fois. Cette empathie, exactement ce que mon père considérait comme une faiblesse, est devenue mon plus grand atout commercial. J'ai remboursé le prêt usuraire en 2 ans. J'ai utilisé les bénéfices pour acheter une deuxième propriété, un lodge en faillite dans les montagnes. Je l'ai rebaptisé, en me concentrant sur l'éco-durabilité et le luxe minimaliste. Puis est venue une 3e propriété sur la côte. Je ne gérais plus seulement un motel. Je construisais une marque. J'ai nommé l'entreprise Aura Hospitality. Mon équipe a grandi. J'ai embauché Julien comme directeur financier. Julien était brillant, vif et farouchement loyal. Il avait été licencié d'une grande entreprise pour avoir refusé de couvrir une erreur comptable d'un supérieur. Nous nous sommes parfaitement compris. Ensemble, nous avons développé l'entreprise de manière agressive mais prudente. Nous avons créé des espaces qui ressemblaient à des sanctuaires. Pendant ces 5 ans, ma vie personnelle a fleuri. Olivia et moi avons acheté une maison. Nous avons construit une vie remplie de vraie chaleur. Mais le silence de ma famille était absolu. C'était un silence étrange et obsédant. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Une partie de moi, une partie pathétique, enfantine, espérait toujours un SMS pour mon anniversaire ou une carte à Noël, mais il n'y avait rien. Quand mon 2e hôtel a été présenté dans un magazine de voyage national, j'ai acheté un exemplaire et l'ai laissé sur mon comptoir de cuisine pendant une semaine, le fixant, me demandant si Charles l'avait vu. J'ai appris par une connaissance commune que mon oncle était décédé. Je n'ai pas été invité aux funérailles. J'ai vu des photos sur Facebook de Carter se tenant à côté de Charles au bord de la tombe, l'air solennel et important dans son costume sur mesure. Cela piquait, mais la piqûre devenait plus terne. Il m'effaçait du récit, et honnêtement,
je les laissais faire. J'étais trop occupé à construire mon propre monde pour me soucier de celui dont j'étais banni. À la 7e année, Aura Hospitality n'était pas seulement un succès régional. Elle bouleversait l'industrie. Nous avions des investisseurs qui frappaient à nos portes, voulant une part du gâteau. Nous acquérions des propriétés de charme à travers le pays, les transformant en retraites très rentables et très empathiques. Je travaillais 70 heures par semaine, voyageais à travers les États, négociais d'énormes contrats. Mon salaire est passé d'un salaire minimum de survie à des chiffres que je n'aurais jamais pensé voir sur mon compte bancaire. Mais je n'ai jamais acheté de voiture tape à accent grave-l'œil. Je n'ai jamais acheté de montre coûteuse. J'ai réinvesti chaque centime dans l'entreprise, dans mes employés, dans la vision. Je construisais une forteresse, brique par brique, m'assurant que personne ne pourrait jamais me faire sentir petit ou impuissant à nouveau. J'étais intouchable, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'au jour où la valorisation est tombée. C'était un mardi matin, exactement le genre de journée claire et nette qui vous donne l'impression que tout est possible. Je me tenais dans la salle de réunion de notre nouveau siège social. Un bureau élégant aux murs de verre au centre-ville de Seattle. La vue sur la skyline était à couper le souffle. Loin de la chaufferie moisie du refuge. Julian faisait les 100 pas. Une tablette fermement serrée dans ses mains. Elia, notre principal investisseur et l'un des capital risqueurs les plus impitoyables de la côte ouest, était assis à la tête de la table de conférence, sirotant un expresso. Elia était un homme qui ne se souciait que des chiffres. Mais il avait cru en ma vision quand les banques traditionnelles se moquaient de moi. Nous avons reçu l'audit final, a dit Julian, s'arrêtant de faire les 100 pas. Il m'a regardé, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. Il a dégluti difficilement. Mason, dis-le simplement, Julian, ai-je répondu, croisant les bras pour cacher le battement de nerfs soudain dans mon estomac. Elia a posé sa tasse d'expresso. Le tintement de la porcelaine a résonné dans la pièce silencieuse. Les chiffres sont solides, Mason. Les acquisitions du dernier trimestre ont poussé les marges plus haut que nos projections les plus agressives. Julian a regardé sa tablette, puis de nouveau moi, un large sourire se répandant sur son visage. La valorisation officielle d'Aura Hospitality ce matin est de 580 millions de dollars. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai senti l'air me quitter les poumons. 580 millions. Ce n'était pas juste un chiffre. C'était une validation. C'était une armure. C'était la preuve ultime que M. Sterling à la banque avait tort. Que Charles avait tort. Que toutes les personnes qui m'avaient dit que j'étais trop doux pour les affaires avaient tort. Félicitations, mon fils, a dit Elia, se levant et me tendant la main. Tu as construit un monstre. J'ai serré sa main, ma prise ferme, mais mon esprit tournait. En moins d'une heure, la nouvelle a éclaté. La presse financière adore une histoire de la misère à la richesse. Le jeune loup qui révolutionne l'hôtellerie. Un titre disait, d'un simple motel délabré à un empire de 580 millions de dollars. Un autre disait, mon téléphone a commencé à vibrer et n'a pas arrêté. Des emails, des SMS, des notifications LinkedIn ont afflué comme une inondation. Des leaders de l'industrie qui avaient ignoré mes emails il y a un an m'envoyaient soudainement des paniers cadeaux. Je suis sorti de la salle de réunion, me retirant dans mon bureau privé. J'ai verrouillé la porte, j'ai marché jusqu'à la fenêtre du sol au plafond et j'ai appuyé mon front contre la vitre froide. J'ai regardé la ville, les petites voitures se déplaçant comme des fourmis en dessous. J'aurais dû me sentir euphorique. J'aurais dû sauter dans la pièce en faisant sauter le champagne. Mais au lieu de cela, un calme profond et lourd s'est installé en moi. J'avais atteint le sommet. J'avais gagné le match. Mais alors que je regardais mon reflet dans la vitre, la seule pensée qui résonnait dans mon esprit était, sait-il ? Je me détestais d'y penser. Après tout, après 7 ans de silence, après avoir bâti une montagne de succès de mes propres mains, mon cerveau se demandait toujours si mon père était enfin impressionné. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser cette pensée. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche, une seule vibration sèche. J'ai sorti le téléphone, m'attendant à un autre SMS de félicitations d'un fournisseur ou à un message extatique d'Olivia. Au lieu de cela, un nom que je n'avais pas vu sur mon écran depuis plus de 1000 jours me regardait. Mon cœur a martelé mes côtes. J'ai senti une sueur froide perler dans ma nuque. Mon pouce a plané sur l'écran.
Pendant une seconde, une partie pathétique et enfouie de moi a espéré contre tout espoir. Peut-être que c'était ça. Peut-être que la valorisation de 580 millions de dollars avait enfin brisé sa fierté. Peut-être écrivait-il pour dire qu'il avait vu l'article, qu'il avait tort, qu'il était fier. J'ai tapé sur le message pour l'ouvrir. Dîner en famille à 19h. Oak Ridge Country Club. Discussion importante. Je l'ai lu 3 fois. Les mots me frappaient comme des coups physiques. Il n'y avait pas de félicitations. Il n'y avait aucune reconnaissance de l'étape massive que je venais d'atteindre. Il n'y avait même pas mon nom. C'était une convocation, une directive d'un PDG à un subordonné. Ma mâchoire s'est tellement serrée que mes dents me faisaient mal. La pure audace était stupéfiante. Il a ignoré mon mariage. Il a ignoré mes luttes. Il a ignoré mon existence. Mais à la seconde même où je suis devenu un demi-milliardaire sur le papier. Il s'attendait à ce que je me mette au garde à vous et que je me présente. Je suis sorti de mon bureau et j'ai directement descendu le couloir jusqu'au bureau de Julien. J'ai jeté mon téléphone sur ses feuilles de calcul financières. Lisa, ai-je exigé, ma voix dangereusement basse. Julien a froncé les sourcils, a pris le téléphone et a lu l'écran. Il a laissé échapper un sifflement bas, me rendant le téléphone. Waouh, le timing est impeccable. Quelle est la discussion importante? Il veut de l'argent, ai-je dit, me penchant sur le bureau. C'est la seule langue qu'il parle. Le timing n'est pas une coïncidence, Julien. Il a vu les titres. Il sait que j'ai du capital. Il veut que je finance le désastre que Carter a concocté cette fois-ci ou que je renfloue l'un de ses propres projets en échec. Alors, ignore-le, a dit Julien simplement, prenant une gorgée d'eau. Bloque le numéro. Tu ne lui dois rien, Mason. Tu as prouvé ton point. J'ai pris mon téléphone, fixant l'écran. Julien avait raison. La chose logique et saine à faire était de supprimer le SMS et de rentrer chez moi pour fêter avec ma femme. Mais la logique ne me guidait pas en ce moment. Une curiosité sombre et furieuse bouillonnait dans ma poitrine. Non, ai-je dit doucement, une froide réalisation m'envahissant. Si je l'ignore, il pensera juste que je suis toujours l'enfant effrayé qui se cache de lui. Il pensera qu'il a toujours du pouvoir sur moi. Julien a levé les yeux, le front plissé. Mason, ne fais pas ça. Ne tombe pas dans un piège. Ce n'est pas un piège si tu possèdes la cage, Julien, ai-je répondu, la colère se cristallisant en une concentration acérée comme un rasoir. Je vais à ce dîner, mais je ne vais pas rester assis là à écouter ses exigences. J'ai besoin de savoir exactement quel est son objectif. J'ai besoin que tu fasses une analyse approfondie des finances de Charles Collins. Tout, les participations corporatives, les capitaux propres privés, les dettes personnelles, les lignes hypothécaires. Je veux savoir ce qu'il a pris au petit déjeuner ce matin. Julien a soupiré, ouvrant une nouvelle fenêtre sur ses moniteurs. Tu ouvres la boîte de Pandore, patron. Ouvre-la, ai-je ordonné. Et dis-moi exactement à quel point la pourriture est profonde. Il n'a fallu que 4 heures à Julien pour démêler un mensonge que Charles avait mis une décennie à maintenir. Je faisais les 100 pas dans mon bureau, buvant ma 4e tasse de café. Quand Julien est entré, fermant la lourde porte en verre derrière lui. Il n'avait pas sa tablette cette fois. Il avait une épaisse pile de documents imprimés. Il les a posés sur mon bureau avec un bruit sourd. Il avait l'air pâle. Tu ne vas pas y croire, a dit Julien, tirant une chaise et me faisant signe de m'asseoir. Je me suis effondré dans ma chaise en cuir. Dis-le-moi clairement. L'empire de ton père ne lutte pas seulement, Mason, a commencé Julien, sa voix grave. C'est un cratère fumant. Il est effectivement en faillite. Je l'ai regardé, mon esprit luttant pour traiter les mots. En faillite? C'est impossible. Collins Real Estate possède la moitié du quartier commercial. Il a un portefeuille massif. Il avait un portefeuille massif, a corrigé Julien, tapant la première page de la pile. Sur le papier, les actifs ont l'air super, mais ils sont endettés jusqu'au cou. Il a contracté des prêts secondaires et tertiaires sur des propriétés déjà sous l'eau. Mais ce n'est pas le rebondissement. Julien s'est penché en avant, ses yeux fixés sur les miens. Le rebondissement, c'est pourquoi il est sous l'eau.
Ce n'était pas seulement de mauvais investissements boursiers. Il saignait de l'intérieur. Ton oncle Aaron. Aaron, ai-je répété, stupéfait. Son frère, l'ancien directeur financier de son entreprise. Exactement, a hoché la tête Julien. Aaron n'a pas seulement pris sa retraite en Floride il y a 2 ans. Selon les dépôts de la SEC et les règlements judiciaires discrets que j'ai réussi à déterrer, Aaron a détourné près de 40 millions de dollars sur 5 ans. Il l'a canalisé par le biais de sociétés écrans déguisées en paiement de fournisseurs. J'ai senti la pièce tourner légèrement. L'oncle Aaron, l'homme qui était assis à notre table de Thanksgiving, riant et buvant le vin cher de Charles. Pourquoi Charles n'a-t-il pas porté plainte, ai-je demandé, complètement déconcerté. Charles détruirait quiconque lui volait un sou. Parce que rendre public le détournement de fonds aurait déclenché une clause dans ces énormes prêts commerciaux, a expliqué Julien, tournant à une page surlignée. Si les prêteurs avaient su que ses finances internes étaient compromises, ils auraient immédiatement exigé le remboursement des dettes. Charles a choisi sa fierté et sa réputation plutôt que sa survie. Il l'a étouffé. Il a laissé Aaron s'en tirer avec une légère réprimande pour que l'histoire ne paraisse pas dans la presse, et il n'a cessé de transférer désespérément de l'argent entre les comptes depuis lors pour couvrir les paiements d'intérêts. Julien a fait une pause, laissant le silence peser lourdement dans la pièce. La musique a cessé, maçonne. 3 grandes banques sont sur le point d'émettre des avis de défaut de paiement d'ici la fin de la semaine. Elles vont saisir tout son portefeuille. Il t'a convoqué à dîner ce soir parce que tu es son dernier recours absolu. Il s'attend à ce que tu écrives un énorme chèque pour sauver son héritage. Je me suis assis dans ma chaise, fixant la pile de papier. L'hypocrisie pure me rendait malade. Il m'a rejeté pour ma faiblesse, pour ne pas être assez impitoyable. Pourtant, le voilà, ruiné par sa propre arrogance aveugle, dissimulant une trahison familiale juste pour protéger son précieux ego. Il se noyait, et il exigeait que je sois sa bouée de sauvetage. Une idée lente et terrifiante a commencé à prendre forme au fond de mon esprit. J'ai regardé les documents, puis Julien. Julien, ai-je dit lentement, les rouages de ma tête tournant avec une précision dangereuse. Qui détient la majorité de ces prêts en défaut de paiement imminent? Julien a cligné des yeux, surpris par le changement de ton de ma voix. Un consortium dirigé par la Meridian Pacific Bank. Pourquoi Meridian Pacific, ai-je répété. Ils paniquent, n'est-ce pas? Ils sont sur le point de voir des centaines de millions de dollars de dettes immobilières toxiques s'accumuler dans leur bilan avant la fin du trimestre fiscal. Les yeux de Julien se sont écarquillés. Il a réalisé exactement ce à quoi je pensais. Maçonne, non. Tu ne suggères pas ce que je pense que tu suggères. Je me suis levé, attrapant ma veste de costume, appelle Gabriel, dis-lui de préparer son équipe juridique. Nous avons une réunion avec Meridian Pacific dans 1 heure. Gabriel, mon avocat principal, semblait sur le point de faire une crise cardiaque. Nous étions assis dans une salle de conférence privée à la Meridian Pacific Bank. De l'autre côté de la table, se trouvaient 3 cadres bancaires très en sueur et très stressés. Vous voulez acheter tout le portefeuille de dettes de Collins Real Estate, a demandé le banquier principal, s'essuyant le front avec un mouchoir. Monsieur Collins, maçonne, vous comprenez la toxicité pure de ces actifs. Ils saignent de l'argent. Le processus de saisie à lui seul prendra des années de litige. Je comprends parfaitement, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur la table en acajou poli. C'est pourquoi je propose d'acheter la dette avec une réduction de 50%. Virement bancaire. Je retire les actifs toxiques de vos livres avant votre appel de résultats trimestriels et vous pourrez dormir tranquille. Gabriel s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Maçonne, en tant que votre avocat, je dois vous informer que mélanger la vengeance personnelle avec une acquisition d'entreprise de cette envergure est très irrégulier. Ce n'est pas de la vengeance, Gabriel, ai-je répondu calmement, sans jamais rompre le contact visuel avec les banquiers. C'est une prise de contrôle hostile d'actifs en difficulté. Le terrain sous ses propriétés en faillite est un bien immobilier de premier choix pour notre nouvelle ligne de retraite bien-être. Les bâtiments sont des déchets, mais les emplacements sont de l'or. C'est un mouvement commercial solide. C'était un mensonge, bien sûr. Enfin, un demi-mensonge. L'argument commercial était au mieux fragile, mais l'argument personnel était solide comme le roc. Je n'achetais pas seulement des bâtiments.
J'achetais le contrôle. J'achetais le récit. Les banquiers chuchotaient frénétiquement entre eux. Ils étaient acculés, terrifiés à l'idée d'expliquer un défaut de paiement massif à leurs actionnaires. Après 10 minutes d'agonie, le banquier principal a soupiré lourdement et a hoché la tête. Nous rédigerons les accords de cession de dette. Nous pouvons exécuter le transfert d'ici 18 heures. Pendant les 4 heures suivantes, la pièce fut un tourbillon de discussions juridiques à grande vitesse. Des piles de contrats furent imprimées, examinées, annotées et réimprimées. Je buvais un café noir amer, ma main se crispant alors que je signais mon nom ligne après ligne. Chaque signature transférait un morceau de l'empire de mon père entre mes mains. Son immeuble de bureau, ses complexes d'appartements de luxe, la maison même où j'avais grandi, qu'il avait secrètement gagée contre un prêt commercial. À 18h15, l'encre était sèche. Le virement bancaire du fonds d'acquisition d'Aura Hospitality fut confirmé. Je me suis levé, serrant la main des banquiers. Je sentis une étrange vibration bourdonner dans mes veines. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était même pas de la satisfaction. C'était un sentiment accablant de pouvoir absolu. Charles Collins avait passé toute sa vie à bâtir un royaume sur le principe de sa propre supériorité. En l'espace d'un après-midi, j'avais discrètement acheté le sol sous son trône. Alors que nous sortions de la banque et nous dirigions vers la lumière du soir qui s'estompait, Gabriel a laissé échapper un long souffle. Vous êtes officiellement le seul créancier principal pour tous les actifs que votre père possède. S'il manque un seul paiement, ce qu'il fera parce qu'il n'a pas d'argent, vous avez le droit légal de tout saisir. Je sais, ai-je dit, regardant ma montre. Il était 18h30. Gabriel m'a regardé, une pointe de peur dans les yeux. Qu'est-ce que vous allez faire, Mason ? J'ai un dîner de famille à assister, ai-je dit, ouvrant la porte de ma voiture qui m'attendait. Et une discussion très importante. Avant de me rendre au country club, je suis repassé au bureau pour récupérer le dossier physique du transfert de dette. Julien m'attendait dans mon bureau, l'air d'avoir vu un fantôme. Le transfert a été effectué, ai-je dit, attrapant ma mallette en cuir. Imprime-moi les récapitulatifs finaux. Je les imprime maintenant, a dit Julien, sa voix tendue. Mais Mason, pendant que tu étais à la banque, j'ai continué à fouiller dans les fichiers de communication interne auxquels nous avons eu accès pendant la due diligence. Tu dois voir ça. Il m'a tendu une seule feuille de papier. C'était une chaîne de mails imprimée. J'ai parcouru le texte. C'était de l'adresse email privée de Carter à un homme nommé Luc Vance. Luc était le plus grand rival de mon père sur le marché immobilier commercial local. Il se détestait avec une passion qui frôlait la pathologie. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, mes yeux parcourant les paragraphes. Lis les dates, a insisté Julien. Ça a commencé il y a 3 semaines. J'ai lu l'email. Carter, l'enfant chéri, le fils loyal, négociait activement avec Luc Vance. Carter offrait de remettre secrètement les accords de location propriétaire et les dossiers financiers des locataires des propriétés restantes les plus précieuses de Charles. En échange, Luc garantirait à Carter une promotion exécutive de haut niveau dans son cabinet, avec un énorme bonus à la signature une fois que Charles ferait faillite. Mon sang s'est glacé. Carter vendait notre père. Il orchestre une vente à la sauvette, a expliqué Julien doucement. Carter sait que le navire coule. Au lieu d'aider Charles à écoper l'eau, il vole les canaux de sauvetage et vend les coordonnées à l'ennemi. Il s'assure sa propre fausse promotion et quitte le navire. J'ai serré le bord de mon bureau. La vérité hideuse de ma famille était étalée sur ce morceau de papier. Charles était un tyran qui avait couvert un crime pour sauver sa fierté. Evelyn était une facilitatrice qui fermait les yeux. Et Carter, le fils qui avait eu mon fonds universitaire, le fils qui était loué et protégé, était un traître qui enfonçait le couteau dans le dos de son propre père juste pour maintenir son style de vie luxueux. C'était la famille qui m'avait fait me sentir inadéquat pendant 30 ans. C'était la famille qui m'avait fait me sentir comme si j'étais celui qui était brisé. J'ai soigneusement plié la chaîne de mai et les glissé dans la lourde mallette en cuir juste à côté des documents de propriété de la dette. Tu entres dans un abattoir, Mason, a dit Julien doucement. Non, ai-je répondu, claquant les fermoirs en laiton de la mallette. Le son a résonné dans le bureau silencieux. J'entre dans un exorcisme. Je suis allé à l'ascenseur, suis descendu au hall, et suis sorti dans la nuit.
Le trajet jusqu'au Oak Ridge Country Club a été un flou. Mon esprit était parfaitement clair, acéré comme un rasoir et froid. Je me suis garé sur le parking, passant devant les rangées de voitures de luxe, et j'ai coupé le moteur. J'ai attrapé la mallette. J'ai monté les marches en pierre. Je me suis tenu devant les lourdes portes en chêne, comme je l'ai décrit au tout début de cette histoire. Je n'étais plus le fils rejeté. J'étais le bourreau et il était l'heure de dîner. Les lourdes portes en chêne de la salle à manger privée du Oak Ridge Country Club étaient froides sous ma main. Pendant une fraction de seconde, le fantôme du garçon de 14 ans que j'étais autrefois a hésité. Ce garçon était terrifié par l'homme assis de l'autre côté. Mais je n'étais plus ce garçon. J'ai poussé les portes. La pièce était baignée d'une lumière chaude et ambrée provenant d'un lustre en cristal. Elle sentait l'agneau rôti, le cabernet vieilli et l'odeur incomparable du désespoir masqué par un parfum coûteux. Matthew, le gérant de longue date du club, versait tranquillement de l'eau à une station latérale. Et là, ils étaient, la sainte trinité de ma misère. Charles était assis à la tête de la table, exactement là où il se positionnait toujours, le roi tenant sa cour. Il avait l'air plus âgé, les rides autour de ses yeux creusés plus profondément par le stress, mais sa posture était aussi rigide et arrogante que jamais. Ma mère, Evelyn, était assise à sa droite, portant ses perles et un sourire forcé et tremblant. À sa gauche, se tenait Carter, l'enfant chéri. Il portait un costume sur mesure, faisant tournoyer un verre de vin rouge avec une expression d'ennui profond. Ils ont tous levé les yeux quand je suis entré. Le silence dans la pièce était si épais qu'on pouvait s'y étouffer. « Tu es en retard » a dit Charles. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu » Pas un seul mot sur le fait que mon visage était placardé dans les nouvelles financières ce matin-là avec une valorisation de 580 millions de dollars. Juste une réprimande, un réflexe pour me remettre à ma place. J'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas présenté d'excuses. Je ne me suis pas précipité pour prendre la chaise vide au bout de la table. Je suis resté là, serrant ma mallette en cuir, regardant l'homme qui avait manqué mon mariage pour une réunion d'affaires. « Assieds-toi, Mason », a dit Evelyn d'une voix mielleuse, empreinte de cette fausse douceur sucrée qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. « Nous avons commandé l'agneau. Ton plat préféré. » « Je déteste l'agneau, Evelyn, ai-je dit platement. Carter aime l'agneau. Je suis allergique. Je le suis depuis que j'ai 10 ans. Le sourire d'Evelyn a vacillé, sa main s'agitant nerveusement vers son collier de perles. Carter a claqué son verre de vin, renversant du liquide rouge foncé sur la nappe blanche. « Assieds-toi et arrête d'être dramatique », a ordonné Charles, sa voix résonnant sur les murs lambrissés. « Nous n'avons pas le temps pour ta sensibilité habituelle. Nous avons une affaire familiale importante à discuter. » Je me suis dirigé lentement vers la table, mais je ne me suis pas assise. J'ai posé ma lourde mallette en cuir au centre de la nappe blanche immaculée, juste à côté du panier à pain en argent. « Sautons les amuse-gueules, Charles », ai-je dit, ma voix dangereusement calme. « Je sais pourquoi je suis ici. Tu as lu le Wall Street Journal ce matin. Tu as vu ma valorisation. Et maintenant, après 3 ans de silence absolu, tu te souviens soudainement que tu as un second fils. » La mâchoire de Charles s'est serrée. Une veine pulsait visiblement à sa tempe. « Tu devrais surveiller ton ton. Je suis ton père. Tu fais partie de cette famille. Et en ce moment, l'héritage de cette famille est attaqué. Le marché a été hostile. Les banques sont déraisonnables. Nous avons besoin d'une injection de capital temporaire pour stabiliser les propriétés et protéger ton futur héritage. » J'ai réellement ri. Ce n'était pas un son joyeux. C'était sec et froid. « Mon héritage ?» ai-je demandé, me penchant légèrement sur la table. « Tu veux dire l'empire qui est actuellement en défaut de paiement sur 3 prêts commerciaux majeurs? L'empire qui a été vidé par le détournement de fonds de l'oncle Aaron? Le détournement de fonds que tu as illégalement dissimulé pour protéger ton propre ego. » La couleur a complètement fui du visage de Charles. Il semblait que je venais de le frapper avec une batte de baseball. Evelyn a halté, posant une main sur sa bouche. Carter a claqué son verre de vin, renversant du liquide rouge foncé sur la nappe blanche. « Comment savez-vous cela ?» Charles a sifflé, sa voix tombant à un murmure furieux. Il a jeté un coup d'œil nerveux à Matthew, le gérant, qui s'était figé dans un coin. « Je sais tout », ai-je dit.
Tu es venu ici pour te vanter, a ricané Carter, se levant et me pointant du doigt. Tu as eu de la chance avec quelques motels bon marché, Mason. Papa a bâti une véritable dynastie immobilière. Il a juste besoin d'un prêt relais. Si tu ne vas pas faire le chèque, sors d'ici. Je ne vais pas vous faire de chèque, Carter, ai-je dit doucement. J'ai fait claquer les fermoirs en laiton de ma mallette. Le son était comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. J'ai tendu la main et j'ai sorti l'épaisse pile de documents juridiques que je venais de signer à la Meridian Pacific Bank. Je les ai laissés tomber sur la table. Ils ont atterri avec un bruit sourd et satisfaisant juste devant Charles. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Charles, fixant les papiers comme s'ils étaient radioactifs. « Je ne suis pas venu ici pour vous accorder un prêt » ai-je déclaré, fixant mon père dans les yeux. « Je suis venu vous informer d'un changement de direction. Meridian Pacific était terrifié par votre dette toxique. Ils allaient vous saisir d'ici vendredi, alors je l'ai acheté. Tout cela avec une réduction de 50%. Charles a cligné des yeux. Son cerveau, habituellement si vif et calculateur, court-circuitait. Vous avez acheté ma dette ? Je possède vos hypothèques, Charles, ai-je dit, ma voix résonnant avec une finalité. Je possède les privilèges sur vos propriétés commerciales. Je possède les papiers de la maison où vous vivez. Je suis votre seul créancier principal. Vous ne devez plus rien à la banque. Vous me devez. Pendant 10 secondes, la pièce fut absolument silencieuse. Le seul son était le tintement lointain des couverts de la salle à manger principale, au bout du couloir. Puis Charles explosa. Il frappa les 2 poings sur la table, faisant vibrer les assiettes et renversant son verre d'eau. Il se leva, dominant la table, le visage rouge foncé d'une rage pure et non filtrée. « Tu m'as volé » hurla-t-il, des crachats volant de ses lèvres. « Tu as agi dans mon dos et tu as volé mon entreprise. J'ai construit cette famille. J'ai construit ce nom. Espèce de petit minable arrogant et ingrat. Tu n'es pas mon fils. » Les mots m'ont frappé. « Tu n'es pas mon fils. » Il y a 10 ans, cette phrase m'aurait détruit. Elle m'aurait fait tomber à genoux, mendiant le pardon. Mais ce soir, j'avais l'impression que quelqu'un venait de déverrouiller mes menottes. Tu as raison, ai-je dit, ma voix parfaitement calme par-dessus ses cris. Je ne suis pas ton fils. J'ai cessé d'être ton fils le jour où tu as vidé mon fonds d'études pour payer les erreurs de Carter. J'ai cessé d'être ton fils le jour où tu m'as laissé seul à l'hôtel. Tu t'es assuré que je ne sois jamais ton fils, mais je suis ton propriétaire. Evelyn éclata en de bruyants sanglots théâtraux. Mason, s'il te plaît, arrête ça. C'est ton père. Carter, dis quelque chose à ton frère. J'ai tourné mon regard vers Carter. Mon frère aîné fixait les documents de dette, le visage pâle, son arrogance habituelle complètement dépouillée. Il avait l'air terrifié. Oui, Carter, ai-je dit, tendant la main vers ma mallette une dernière fois. Dis quelque chose. Pourquoi ne dis-tu pas à papa ta rencontre avec Luc Vance la semaine dernière ? À la mention du nom de Luc Vance, Charles a cessé de crier. Il s'est figé, tournant lentement la tête pour regarder son enfant prodige. Luc Vance était l'ennemi juré de Charles, un promoteur rival qui tentait d'écraser Collins Real Estate depuis 20 ans. De quoi parle-t-il, Carter ? A demandé Charles, sa voix tombant à un grognement dangereux. Carter a dégluti difficilement, faisant un pas en arrière de la table. Papa, c'est un mensonge. Mason essaie juste de causer des problèmes. J'ai sorti la chaîne de mai imprimée de ma mallette et je l'ai fait glisser sur la table vers Charles. C'est un accord écrit, ai-je dit clairement pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre. Carter a accepté de remettre vos dossiers financiers locataires-propriétaires à Luc Vance. En échange, Luc a promis à Carter un énorme bonus à la signature et une promotion exécutive dans son cabinet une fois que vous feriez faillite. Votre enfant prodige n'essayait pas de sauver votre héritage, Charles. Il vendait votre carcasse à votre pire ennemi pour sauver sa propre peau. Charles a pris le papier d'une main tremblante. Il a lu les emails. J'ai vu le monde entier d'un homme se briser en temps réel. Il a regardé Carter. La trahison dans ses yeux était absolue. Toutes les années à louer Carter, à financer ses échecs, à le prioriser sur moi. Tout cela se résumait à ce morceau de papier. Tu m'as vendu, a chuchoté Charles,
sa voix brisée. Papa, tu étais en train de couler, a crié Carter défensivement, abandonnant finalement son rôle. L'argent était parti. L'oncle Aaron l'a pris. Et tu nous coulais tous. Je devais penser à moi. Je mérite un salaire qui corresponde à mon style de vie. Sors d'ici, a soufflé Charles, s'appuyant lourdement sur la table comme si toute sa force avait quitté ses jambes. Papa, écoute-moi. Sors de ma vue, a crié Charles, jetant son verre de vin contre le mur derrière Carter. Un verre brisé pleuvant sur le tapis. Carter n'a pas dit un mot de plus. Il s'est retourné et a pratiquement couru hors de la salle à manger, claquant les lourdes portes en chaîne derrière lui. La pièce est tombée dans un silence brisé et horrible. Evelyne sanglotait ouvertement dans sa serviette. Charles se tenait là, fixant le verre brisé sur le sol. Un roi brisé dans un château en ruine. Je les ai regardés. Je pensais que je me sentirais triomphant. Je pensais que je ressentirais une poussée de joie vengeresse, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais juste fatigué. En regardant Charles, je l'ai enfin vu non pas comme le géant terrifiant de mon enfance, mais comme un homme petit, pathétique, qui valorisait la fierté plus que l'amour et qui avait tout perdu à cause de cela. J'ai refermé ma mallette vide. Vous avez 30 jours, ai-je dit doucement. Charles n'a pas levé les yeux. 30 jours pour quoi? 30 jours pour quitter les bureaux de l'entreprise et vos propriétés résidentielles, ai-je répondu. Après cela, mon entreprise prend le contrôle opérationnel complet. Nous allons liquider le portefeuille et démolir les bâtiments phares pour construire des retraites écologiques. Le nom de Collins Real Estate est mort. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers la porte. Mason, s'est écriée Evelyne, se levant, tu ne peux pas nous faire ça. Où irons-nous? J'ai fait une pause, la main sur la poignée en laiton. J'ai regardé par-dessus mon épaule la femme qui avait passé 30 ans à me dire de me rabaisser pour que mon père puisse se sentir grand. Je suis sûr que Carter a une chambre de libre, ai-je dit. J'ai poussé les portes et je suis sorti. C'est le moment qui change tout. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci beaucoup pour votre patience et d'être resté avec moi jusqu'à maintenant. Vous avez été incroyable. Veuillez liker cette vidéo et commenter un ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Non seulement cela aide plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient vraiment quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. L'air nocturne m'a frappé comme une vague physique à la seconde où je suis sorti du Oak Ridge Country Club. Il était froid, vif et complètement propre. Je suis resté sur la première marche un instant, fermant les yeux et aspirant profondément l'oxygène dans mes poumons. Pour la première fois en 32 ans, ma poitrine ne me faisait plus mal. Le poids chronique et invisible que je portais. Le besoin désespéré de l'approbation de mon père. La peur de son rejet. Les règles étouffantes d'une famille qui ne voulait jamais vraiment de moi. C'était parti. Laissé derrière moi dans cette salle à manger avec le verre de vin brisé et les factures impayées. J'ai descendu les marches de pierre vers le parking. Ma voiture tournait au ralenti dans l'ombre près de l'arrière. Tandis que je m'approchais, la porte passager s'est ouverte. Olivia est sortie. Elle portait un épais manteau de laine, son souffle s'échappant dans l'air froid. Je lui avais dit de ne pas venir. Je lui avais dit que je devais faire ça seule. Mais bien sûr, elle n'a pas écouté. Elle était la seule personne au monde qui comprenait vraiment la guerre que je menais. Elle s'est approchée de moi et a regardé mon visage. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas demandé si j'avais crié ou si Charles s'était excusé ou combien d'argent cela avait coûté. Elle a juste tendu la main, m'a passé ses mains froides autour du cou et m'a tiré dans une étreinte féroce et serrée. « Tu trembles » a-t-elle chuchoté contre mon épaule. « Je sais » ai-je soufflé, la serrant par la taille, m'accrochant à elle comme si elle était la seule chose réelle au monde. « C'est fini, Liv. C'est vraiment fini. Je suis si fier de toi, a-t-elle dit, reculant pour me regarder dans les yeux. Pas pour l'entreprise, pas pour l'argent, mais pour être sorti de là. Nous sommes montés dans la voiture. Je n'ai pas allumé la radio. Je nous ai simplement ramenés à la maison à travers les rues calmes et sinueuses de la ville. J'avais l'impression d'avoir terminé un marathon, une peine de prison à perpétuité que je ne savais pas que je purgeais.
Quand nous nous sommes garés dans notre allée, la maison était sombre et silencieuse. Sûr. J'ai fermé la porte d'entrée derrière nous et pour la première fois de ma vie, j'ai su que les monstres ne pouvaient pas me suivre à l'intérieur. Le lendemain matin, le soleil inondait les immenses fenêtres de ma cuisine. Je me tenais au comptoir, broyant des grains de café, le son rythmé simple me ramenant à la réalité. À exactement 9 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Gabriel, mon avocat. « Bonjour, Mason », a dit Gabriel, l'air bien réveillé et très caféiné. « Je viens de recevoir les confirmations finales du greffier du comté et des compagnies de titres. La cession de dette est entièrement enregistrée et légalement contraignante dans toutes les juridictions. Charles Collins n'a aucun recours légal. Vous détenez les clés principales de tout le royaume. » « Merci, Gabriel », ai-je dit, versant de l'eau chaude sur le café moulu. Envoyez les avis d'expulsion formels de 30 jours par courrier recommandé aujourd'hui à toutes les propriétés commerciales et résidentielles liées au prêt en défaut. Déjà fait, a confirmé Gabriel. Et Mason, j'ai appris par la rumeur ce matin que Carter a été escorté hors de son bureau par la sécurité. Apparemment, Luc Vance a annulé son offre d'emploi dès qu'il a découvert que Carter n'avait pas les dossiers financiers à négocier. Votre frère est officiellement au chômage et bloqué dans son propre secteur. J'ai pris une longue gorgée de mon café. Je ne me sentais pas mal pour Carter. Je ne me sentais pas heureux non plus. C'était juste la conséquence naturelle d'une vie de privilège qui s'écrasait contre un mur de réalité. Compris, ai-je dit. Faites savoir à Julien que nous commencerons les inspections des propriétés la semaine prochaine. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre le jardin qu'Olivia avait planté le printemps dernier. Le croque-mitaine était mort. L'empire de Charles Collins, construit sur l'intimidation, l'ego et les mensonges, s'était effondré sous son propre poids. Je m'attendais à ce que la victoire soit bruyante, comme un feu d'artifice. Au lieu de cela, c'était comme une pièce calme et vide où une forte alarme avait enfin été désactivée. J'avais un pouvoir absolu sur les personnes qui m'avaient blessé, et mon premier instinct n'était pas de les punir davantage. Mon premier instinct était de les ignorer complètement et de me remettre au travail. Un mois plus tard, le délai de 30 jours a expiré. Charles et Evelyn ont évacué leur vaste domaine au milieu de la nuit pour éviter que les voisins ne voient les camions de déménagement. Je n'ai pas demandé où ils allaient, et j'ai demandé à Julien de ne pas me le dire. Je me tenais dans le grand hall de ce qui était autrefois le Collins Plaza, le joyau de la couronne de mon père. C'était un monument clinquant et démodé à l'excès des années 1980. Des sols en marbre noir, des luminaires dorés et d'immenses lustres en cristal. Il faisait froid et hostile. David, mon architecte principal, se tenait à côté de moi, tenant un énorme rouleau de plans. David était un génie pour prendre des choses cassées et les faire revivre. C'est beaucoup de surface, Mason, a dit David, désignant le plafond caverneux. Les os sont structurellement sains, mais l'esthétique est agressive. Arrache tout, ai-je dit, passant une main le long d'un pilier de marbre froid. Tout l'or, toute la pierre noire. Je veux du bois naturel. Je veux d'immenses puits de lumière. Je veux des murs végétaux recouverts de verdure. Quand les gens entreront dans ce bâtiment, je ne veux pas qu'ils se sentent intimidés par la richesse. Je veux qu'ils se sentent comme s'ils pouvaient enfin expirer. Faites-en un sanctuaire. David a souri, déroulant les plans. Je peux travailler avec ça. Nous allons devoir complètement vider la suite exécutive. Faites-le, ai-je dit. Commencez par l'ancien bureau de mon père au dernier étage, démolissez les murs, transformez-le en espace de méditation communale. Regardez les équipes de démolition s'attaquer au sol en marbre de l'empire de mon père avec des marteaux était étrangement thérapeutique. Ce n'était pas de la destruction. C'était une excavation. Nous nettoyions l'histoire toxique pour construire quelque chose d'enraciné dans la paix. Mon entreprise était l'hôtellerie, mais le véritable objectif était la guérison. 2 semaines après le début des rénovations, j'étais assis dans mon bureau d'entreprise, examinant les contrats de la chaîne d'approvisionnement, lorsque mon téléphone portable a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai répondu. Mason Collins. Mason, ma chérie. C'est maman. J'ai figé. Sa voix tremblait, chargée de larmes. Tous mes instincts me criaient de raccrocher. Mais une petite partie idiote de moi, la partie qui se souvenait encore d'elle me caressant les cheveux quand j'étais enfant, est restée en ligne.
Qu'est-ce que tu veux, Evelyne, ai-je demandé prudemment. Je l'ai quitté, Mason, sanglota-t-elle dans le combiné. J'ai fait mes bagages et j'ai quitté ton père. Je suis dans un motel bon marché près de l'autoroute. C'est horrible ici. Je demande le divorce. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. Un divorce après 35 ans. J'ai dû le faire, a-t-elle pleuré, sa voix montant en flèche. Il a perdu la tête, Mason. Il reste juste dans un appartement loué, hurlant contre les murs, blâmant tout le monde. Et Carter ne répond même pas à mes appels. Ce sont des hommes terribles. Mais j'ai toujours su que tu étais le bon. J'ai toujours dit à ton père que tu étais spécial. Mon estomac s'est retourné. La pure histoire révisionniste était nauséabonde. Tu ne m'as jamais défendu, Evelyne, ai-je dit, ma voix froide. Tu m'as utilisé comme amortisseur pour sa colère. Tu m'as dit de rester tranquille pour que tu puisses garder ta vie confortable. J'étais aussi une victime, a-t-elle gémi, jouant sa carte préférée. Il contrôlait l'argent. Je n'avais pas le choix. Mais maintenant je suis libre. Mason, tu as tellement de succès maintenant. Tu as tous ces hôtels. J'ai juste besoin d'une petite maison. Rien de fou. Peut-être 4 chambres en banlieue et une allocation mensuelle juste jusqu'à ce que l'avocat du divorce règle la pension alimentaire. Tu peux te le permettre, ma chérie. Tu peux sauver ta mère. J'ai fermé les yeux. Ça m'a frappé alors avec une clarté parfaite et terrifiante. Charles était un tyran, oui, mais Evelyne était une parasite. Elle n'a pas quitté Charles à cause de sa cruauté. Elle a toléré sa cruauté pendant des décennies. Elle ne l'a quitté que parce que l'argent était parti. Elle sautait d'un navire en perdition et essayait de s'accrocher au yacht le plus proche. Elle voulait la garde d'un style de vie luxueux, et elle s'attendait à ce que je paie la facture. Écoutez-moi très attentivement, Evelyne, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure dur. Je ne suis pas votre filet de sécurité. Je ne suis pas le plan de retraite sur lequel vous vous rabattez lorsque votre enfant chéri échoue et que votre mari fait faillite. Vous avez assisté à la destruction de mon fonds universitaire. Vous l'avez vu m'abandonner à l'hôtel. Vous avez choisi votre camp il y a longtemps. Mason, s'il te plaît. Tu es mon fils. Non, ai-je répondu fermement. Je suis le gars qui possède la banque et votre demande est refusée. J'ai raccroché le téléphone. J'ai ouvert mes paramètres, j'ai bloqué le numéro et j'ai laissé tomber le téléphone sur mon bureau. Je suis resté là longtemps, attendant que la culpabilité me frappe, attendant de me sentir comme un fils terrible qui a abandonné sa mère dans un motel bon marché. Mais la culpabilité n'est jamais venue, seulement un silence profond et permanent. Le dernier lien qui me rattachait à cette famille venait d'être coupé. J'étais complètement libéré, et je ne m'étais jamais senti aussi léger. 18 mois plus tard, Aura Hospitality a inauguré son nouveau centre de bien-être phare au cœur de la ville, exactement à l'emplacement de l'ancien Collins Plaza. C'était un chef-d'œuvre. Le marbre oppressant avait disparu, remplacé par du cèdre chaleureux, des jeux d'eau et des baies vitrées du sol au plafond qui laissaient entrer la lumière naturelle. Cela ne ressemblait pas à un hôtel d'entreprise. Cela ressemblait à un endroit où l'on pouvait aller réparer une âme brisée. Le hall était rempli d'investisseurs, de fonctionnaires municipaux et de journalistes de voyage. Julien tenait le bar près du bar à jus bio, élégant dans un costume sur mesure, riant avec Elia, notre principal investisseur. Je me tenais sur le balcon du 2e étage, regardant la foule. Je tenais un verre d'eau pétillante, écoutant la douce musique de guitare acoustique jouant sur le système audio. Olivia s'est approchée de moi, glissant son bras dans le mien. Elle était radieuse. Ils adorent, a-t-elle dit, posant sa tête sur mon épaule. Les critiques affluent déjà. Ils appellent ça le concept hôtelier le plus innovant de la décennie. C'est juste un bâtiment, Liv, ai-je souri, embrassant le sommet de sa tête. Ce n'est pas juste un bâtiment, a-t-elle corrigé doucement. C'est une preuve. Elle avait raison. C'était la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'hériter de la cruauté de son père pour hériter du monde. J'avais bâti un empire sans sacrifier mon empathie. J'entendais parfois des rumeurs à leur sujet par la rumeur de l'industrie. Carter travaillait en gestion intermédiaire dans une entreprise de logistique dans un autre État, racontant à quiconque voulait l'écouter comment il était autrefois un magnate de l'immobilier.
Le divorce de Charles et Evelyn fut un désordre et un scandale public. Deux personnes amères se disputant les miettes d'un héritage ruiné. Mais ils n'étaient plus que des fantômes. Des histoires qui étaient arrivées à une autre personne dans une autre vie. Ils n'avaient plus de pouvoir ici. Ils n'avaient plus de place à ma table. Plus tard ce soir-là, longtemps après le départ des invités et le calme revenu à la retraite, Olivia et moi sommes sortis dans le grand jardin sur le toit. La ligne d'horizon de la ville s'étendait devant nous, une mer de lumière scintillante sur le ciel nocturne sombre. Je me suis appuyé contre la balustrade en verre, sentant le vent frais sur mon visage. Les gens supposent qu'atteindre une étape financière massive comme une valorisation de 580 millions de dollars est une baguette magique. Ils pensent qu'une fois que votre compte bancaire a suffisamment de zéros, tous les traumatismes de l'enfance, tout le rejet, tous les sentiments d'inadéquation disparaissent comme par magie. Mais l'argent ne guérit pas. Acheter la dette de mon père ne m'a pas guéri. Le voir perdre la tête à cette table de dîner était satisfaisant pendant environ 10 secondes, mais cela n'a pas réparé le trop en moi. Ce qui m'a guéri, c'est la réalisation que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner un jeu auquel je n'avais jamais été autorisé à jouer. Je pensais que l'approbation de mon père était le prix ultime. Je pensais que si je travaillais plus dur, construisais plus grand, devenais plus riche, il me regarderait enfin et dirait les mots que je voulais désespérément entendre. Mais l'amour qui exige un CV n'est pas de l'amour. Une famille qui vous demande de vous rapetisser pour correspondre à leur récit n'est pas une famille. C'est un culte de la personnalité. Je n'ai pas perdu ma famille quand je suis sorti de cette salle à manger. J'ai perdu mes ravisseurs. J'ai retrouvé ma vie. J'ai choisi moi-même. J'ai regardé Olivia, la femme qui tenait ma main quand l'église était vide. La femme qui a cru en moi quand je dormais dans une chaufferie gelée. Elle était ma famille. Julian, qui m'a soutenu face à un énorme mensonge d'entreprise, était ma famille. Nous pouvons choisir qui s'assied à notre table. Et ma table est enfin pleine de gens qui veulent réellement être là. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Ce n'est pas facile d'en parler, mais je sais qu'il y a tellement d'entre vous qui mènent des batailles silencieuses contre les personnes qui étaient censées vous protéger. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire où vous avez dû vous éloigner de membres toxiques de votre famille pour vous sauver? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. On se voit au prochain.